Bonsoir à tous. C'est, je crois, la cinquième année qu'après cette présentation très complète de la conjoncture, je parle de l'actualité bancaire et financière. Et chaque année, je me dis, mais qu'est-ce que je dirai l'année prochaine? Est-ce qu'on aura encore une crise financière à commenter? Et je suis à la fois heureux de pouvoir vous parler, mais triste un peu de constater que tous les ans, finalement, l'actualité en matière de crise financière est très, très fournie. Ça illustre, je crois, pour reprendre un peu la question de la confiance qui était évoquée ce matin, cette accélération très, très anxiogène de la fréquence de nos crises financières dans le monde économique d'aujourd'hui. Alors, je vous propose un éclairage sur les banques. Voilà. Un éclairage sur cette nouvelle étape de la crise bancaire en essayant de l'analyser à partir des trois aspects principaux de la crise. Une crise dont on sent bien qu'elle n'est pas réductible à ce qui se passe sur les dettes publiques de la Grèce et des autres pays du sud de l'Europe. Alors bien sûr, c'est un élément important de la crise et c'est probablement le départ de cette nouvelle flambée d'inquiétude sur la finance, mais c'est certainement pas la seule chose qui explique ce qui se passe. Alors sur la dette publique grecque, Christophe on a déjà parlé pas mal, donc je passerai assez rapidement. On se dirige tout de même très sérieusement vers une décote qui ne sera pas de 21% pour les créanciers privés, mais plutôt de l'ordre de 50%, de 40 ou de 50%. Alors ça ne suffira pas d'ailleurs à ramener pour la Grèce une situation de sa dette publique à un niveau facilement gérable, puisque les créanciers privés ne détiennent que 150 milliards sur les 350 milliards de dettes publiques grecques. Et évidemment, on n'imagine pas ni le FMI ni l'Union européenne s'appliquant cette décote. Donc je crois que c'est une chose qu'il faut rappeler quand on regarde cette question. On ne va pas diviser par deux l'ensemble de la dette publique grecque. Mais il y a un autre aspect de la dette, de la crise grecque qui est au moins aussi important, à mon sens, à souligner, c'est le sort des créances sur l'économie grecque. Nous sommes dans une économie et une finance assez internationalisée. Les banques françaises sont internationalisées et détiennent, en tout cas pour certaines d'entre elles, des filiales bancaires en Grèce, filiales bancaires qui détiennent des actifs considérables. Je cite ici le chiffre du Crédit Agricole, 26 milliards d'actifs grecs. Alors ce ne sont pas des actifs sur l'État grec, ce ne sont pas des créances sur l'État grec, mais ce sont des créances sur l'économie grecque, une économie grecque qui est évidemment très mal en point, puisqu'elle décroît à un rythme, je crois, de l'ordre de 6 ou 7%, ce qui veut dire que le taux de provision qu'il y aura à passer sur ces actifs est sans doute tout à fait considérable. Alors ça, c'est le premier aspect de la crise, mais il y en a deux autres qui se conjuguent et qui ajoutent évidemment à cette très forte inquiétude et qui ont un caractère, hélas, un peu plus durable, un peu plus structurel que le premier aspect. C'est la question de la crise de liquidité. Christophe l'a évoqué. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les banques? Eh bien, c'est une augmentation très brutale des coûts de refinancement. On y reviendra en illustrant ce fait par quelques graphiques. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les coûts de refinancement des banques sont devenus très supérieurs à ceux des entreprises et près de 2 fois supérieurs à ceux qu'on constatait durant la crise de 2008, au moment même où Lehman Brothers faisait faillite. Donc il y a là, pour tous les observateurs financiers, une source d'inquiétude assez forte, puisqu'on se dit, bon, on n'a pas le sentiment d'une crise aussi profonde que la crise qui a succédé immédiatement à la faillite de Lehman Brothers, mais en même temps, on a des banques qui payent des marges, des primes de risque 2 fois plus élevées qu'à cette époque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui est quelque part plus grave que ce qui se passait à l'époque, ou en tout cas plus durable? Le dernier point dont je voulais parler, c'est aussi le point des fonds propres, mais d'abord un mot sur les refinancements. C'est que non seulement ces refinancements sont de plus en plus coûteux, mais les observateurs s'intéressent de plus en plus à la structure du bilan des banques et regardent d'un mauvais œil les banques qui octroient des crédits ou achètent des actifs en se finançant autrement qu'auprès de leurs clients, c'est-à-dire autrement que par des dépôts de la clientèle. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques, et j'y reviendrai en particulier du système bancaire français, qui fait que justement les banques françaises sont très souvent des banques qui empruntent
sur le marché beaucoup de ce qu'elles prêtent aux clients. Et donc, elles ne sont pas très bien placées par rapport à ce nouveau critère d'analyse qui prend en ce moment beaucoup d'ampleur et que la future réglementation va encore amplifier. Enfin, les fonds propres. Là, la question des fonds propres, on a eu un certain temps pour s'y préparer, mais on assiste à une espèce d'accélération très brutale de l'histoire, puisque la réforme de Bâle III, je vous le rappelle, n'est toujours pas votée au Parlement européen. Et cette réforme prévoyait un ratio de solvabilité de 7% d'ici 2019. Bon, c'est un peu technique la question du ratio de solvabilité, mais en gros, c'est le ratio des capitaux propres sur l'ensemble du bilan pondéré par certains coefficients. Aujourd'hui, on est encore dans une réglementation qui permet, en théorie, d'avoir un ratio de 2%. Donc on était déjà dans un effort considérable, et la Commission européenne évoque maintenant un ratio qui ne serait plus de 7, mais de 9%, et qui ne serait pas à remplir, à obtenir d'ici 2019, mais d'ici à peu près 9 mois. Donc on est dans une situation qui est très inquiétante aussi d'un point de vue réglementaire, puisqu'on a l'impression qu'on ne sait plus très bien ce que veulent les autorités qui sont chargées de fixer la réglementation des banques. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose sur ce tableau, mais il y a 3 chiffres que je voulais commenter et qui ont été un peu agrandis. C'est l'exposition des banques françaises à un certain nombre de pays et d'abord à un certain nombre de dettes publiques. Donc le premier chiffre que je voulais commenter, c'est le chiffre de 7 232 milliards qui montre l'exposition du total des banques françaises à la dette publique grecque. Donc 7 232 millions, ça n'est pas une somme considérable puisque ça regroupe les expositions de 4 banques et que ces banques, par exemple la BNP, réalisent en un trimestre des résultats après impôts qui sont de l'ordre de 2 milliards d'euros. Ainsi, la BNP a réalisé 2,6 milliards au premier trimestre et 2,1 milliards au deuxième. Or, au deuxième trimestre, elle a déjà passé une provision importante sur ses créances sur la dette publique grecque. Donc, il n'y a pas de gros problèmes avec l'exposition des banques françaises à la dette publique grecque, mais il faut tout de même souligner que cette exposition est l'une des plus importantes d'Europe, c'est-à-dire que les banques des autres pays ont été plutôt plus prudentes que les banques françaises sur l'État grec. Alors, je voulais commenter un autre chiffre qui, lui, est peut-être un peu plus inquiétant quand on le rapporte aux principaux chiffres de fonds propres des banques, et en particulier des banques françaises, c'est l'exposition du système bancaire français à l'ensemble de l'économie grecque. Là, on ne parle plus de 7 milliards, on parle, c'est le chiffre en haut à droite, entouré de rouge, de 42 milliards. Donc ceci résulte du fait que nous avons tout de même, parmi nos 4 grands groupes bancaires, 2 banques qui ont des filiales en Grèce. Je citais le Crédit Agricole, mais la Société Générale aussi a une filiale en Grèce. Donc évidemment, il y a dans ce qui se passe aujourd'hui des inquiétudes qui viennent tout simplement de l'exposition, non pas à la dette publique, mais au pays. Et ceci nous ramène à ce qu'on a toujours vu dans les crises économiques, qu'elles soient liées ou pas à des problèmes de dette publique, c'est que les banques payent un lourd tribut à la récession par les provisions qu'elles ont à passer. Et puis, dernier point qui est important à regarder, c'est l'exposition globale des banques françaises à l'international. Alors là, c'est le chiffre en bas à droite, c'est tout de même 2297 milliards, c'est plus que le bilan consolidé de la BNP, qui fait à peu près 2000 milliards. Autrement dit, un point que cette crise a permis de mettre en lumière, c'est la très grande internationalisation du système bancaire français. Les banques françaises ont des positions parfois de leader dans des financements qui peuvent être des financements de marché, mais qui peuvent être tout simplement des activités de financement d'avions, de financement de divers actifs, financement souvent en dollars. Et comme la France n'est pas un pays naturellement excédentaire en capitaux, eh bien cet argent qu'on prête en dollars, on l'emprunte à l'étranger. Et ceci nous amène à la question de la liquidité. Alors, vous le voyez ici, la marge sur un taux de référence que paye aujourd'hui sur des obligations à 5 ans
les principales banques françaises est devenue absolument considérable, puisque, alors en rouge, vous voyez le chiffre de la Société Générale, elle paye plus de 3% au-dessus de l'Euribor sur un emprunt à taux variable à 5 ans. Mais même les meilleures banques, la BNP et BPCE, on est très heureux d'ailleurs de se trouver dans cette catégorie, payent près de 2% au-dessus de l'Euribor. Donc ce sont des chiffres qui sont très intéressants à analyser parce que, à la fois, ce sont des chiffres nettement supérieurs à ce que payent les grandes banques allemandes et suisses. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une catégorie qui ne nous permet pas forcément d'être aussi compétitifs que nos grands concurrents des pays qui n'ont pas de problèmes financiers particuliers. Ce sont des chiffres qui sont supérieurs, je le disais tout à l'heure, à ceux de la crise de 2008, donc qui permettent à certains de craindre des effets très importants sur la distribution du crédit, puisqu'il faut bien, pour distribuer du crédit, trouver des ressources, en tout cas partiellement, à long terme. Enfin, ce sont des chiffres supérieurs au prix que payent les entreprises lorsqu'elles font des émissions sur le marché obligataire, taux qui reste très raisonnable, Christophe le disait, puisque les spreads des émissions des grandes entreprises cotées, en tout cas des meilleures, sont très nettement inférieurs à 1%. Alors d'où vient cette difficulté des banques en général et des banques françaises en particulier à se retrouver des refinancements à long terme? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La raison qu'on invoquait tout à l'heure sur l'importance des financements auprès de l'étranger, des financements en dollars, mais aussi, c'est un peu une autre façon de voir la même question, une dépendance aux ressources de marché très importante. Donc vous trouvez sur ce graphique un ratio qu'on appelle le ratio emploi-ressources. Donc on compare les crédits faits aux clients avec les ressources qu'apportent les clients pour l'essentiel des dépôts. Et vous voyez que il y a énormément de banques qui ont plus de ressources clientèles que d'emplois, donc ils sont inférieurs à la barre des 100%. Et puis il y a un certain nombre de banques qui se trouvent au-dessus de 100%. Alors les banques françaises, à part le Crédit Agricole qui est à peu près à 90%, elles se situent toutes plutôt sur la droite du graphique, enfin plutôt en bas, et donc les barres correspondent à la partie du bas et de la droite du graphique. Vous trouvez BNP Paribas qui est de l'ordre de 125% et la Générale un peu au-dessus de 130%. Le groupe BPCE d'ailleurs ne fait pas exception à la règle. Autrement dit, les banques françaises ont besoin de financement de marché plus que la plupart des autres grandes banques dans le monde. Et de ce fait, la confiance qu'on a dans leur solidité est absolument essentielle, car on considère généralement, c'est pas forcément évident d'ailleurs, que les dépôts de clientèle sont plus fidèles, plus stables que les ressources obtenues auprès du marché. Alors, pour revenir sur cette question de la liquidité, je crois qu'il y a plusieurs choses à observer. Il y a les effets effectivement d'inquiétude liés par exemple à la crise grecque ou à l'exposition des banques à certains pays, mais il y a aussi des questions réglementaires. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de ratio de liquidité harmonisé au niveau européen. Bon, à partir de Bâle III, qui je vous rappelle n'est toujours pas voté, on aura un ratio harmonisé, et ce ratio harmonisé, on ne connaît pas encore exactement sa formule, mais il aura un principe simple, c'est qu'il favorisera les dépôts de la clientèle par rapport à toute autre forme de ressources, et en particulier les ressources obtenues auprès du marché. Or, la situation française est une situation assez exceptionnelle dans le paysage bancaire européen et je crois on peut dire aussi mondial. D'une part, il y a en France énormément de fonds monétaires et de fonds obligataires. C'est un encours qui est parmi les premiers d'Europe et qui est, si on ajoute les fonds monétaires et obligataires, de l'ordre de 570 milliards d'euros. Donc les Français, plutôt que de confier l'argent à leurs banques, très souvent achètent des SICAV monétaires ou des SICAV obligataires et c'est évidemment de l'argent qui échappe, en tout cas dans un premier temps, à la banque. Il y a un autre produit d'épargne qui, lorsqu'il passe par la banque, n'est pas vraiment disponible pour les banquiers puisqu'une grande partie est centralisée à la Caisse des dépôts, c'est le livret A. Et là, le livret A, on a un montant qui est de l'ordre de 210 milliards d'euros.
Et puis enfin, il y a l'assurance vie, qui est un produit d'épargne très populaire, puisqu'il représente 1 400 milliards d'euros et qu'à peu près un tiers des Français ont un contrat d'assurance vie. Autrement dit, le système bancaire français s'est construit sur l'idée qu'il y avait des produits d'épargne qui n'étaient pas dans les banques, qui étaient hors des banques, et certains de ces produits, je pense aux fonds monétaires et obligataires ou à l'assurance vie, reprêtent aux banques, ce qui leur permet tout de même de faire leur métier de prêteur à l'économie. Mais les banquiers français, de ce fait, n'ont pas tant de dépôts que ça à leur disposition. Ils ont plutôt des ressources empruntées sur le marché, puisque les SICAV, les fonds monétaires, l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle le marché. Donc on a, et là c'est vraiment structurel, des banques françaises qui sont assez mal placées par rapport aux nouveaux ratios qui nous attendent. Alors j'en viens maintenant à la question des fonds propres, qui est plutôt un peu plus rassurante que les deux premières de mon point de vue. Donc il faut voir déjà l'effort qui a été fait par les banques en général. Là, je vous montre les banques françaises, mais pour le reste des banques, ce serait assez proche, en matière de capitaux propres. Donc les banques françaises ont compris, peut-être, enfin les banques européennes aussi d'ailleurs, ont compris peut-être un peu tardivement, mais disons en tout cas dès 2008, la nécessité de se capitaliser. Alors de se capitaliser comment? Soit par des augmentations de capital, soit par le fait qu'elles ont conservé l'essentiel de leurs résultats en ne versant pas trop de dividendes. C'est une révolution, c'est un changement d'époque, parce que par exemple encore en 2007, la Société Générale rachetait ses propres actions pour les détruire de façon à avoir le meilleur résultat sur capitaux propres possible. Donc il y a un changement de paradigme fondamental et voyez l'effort considérable qui a été fait. Par exemple, la BNP est passée de moins de 60 milliards de fonds propres, enfin de capitaux propres en 2006 à plus de 80 milliards aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur les bilans? Bien sûr, les bilans, dans un premier temps, les bilans ont continué à croître, à peu près jusqu'en 2008, et puis assez nettement, depuis 2008, on assiste soit à une stabilisation, soit à une baisse de la taille des bilans. Vous le voyez assez nettement sur le chiffre de la BNP et aussi sur le chiffre de Natixis, qui a été d'ailleurs plutôt précurseur en la matière, un peu par nécessité. Alors si on regarde non plus les capitaux propres, mais maintenant le ratio des capitaux propres sur la taille de bilan, qui mesure un peu l'effet de levier, donc le niveau de risque d'une banque. Bon, on reste sur des niveaux qui sont très faibles, aucune entreprise ne pourrait se permettre des ratios pareils, évidemment. Mais enfin, c'est assez traditionnel dans les banques qu'il n'y ait pas beaucoup de capitaux propres par rapport au total de bilan. Enfin, vous voyez qu'en gros, après avoir flirté avec le niveau de 3%, les banques françaises se rapprochent à grande vitesse du niveau de 5% de rapport capitaux propres sur actifs. Donc c'est vraiment une modification de l'effet de levier en un nombre d'années relativement faible qui est considérable. Une autre façon de mesurer ces ratios, donc cette solidité des banques, c'est de regarder un ratio qui est réglementaire et qui compare les capitaux propres, non pas au total de bilan, mais au total d'actifs pondéré par un coefficient de risque, les actifs les plus risqués étant pondérés à plus que 1 et les actifs les moins risqués à moins que 1. Alors quand on fait ça, on obtient un graphique assez intéressant, c'est le graphique du bas. Alors là, il ne porte pas sur les banques françaises, mais sur un agrégat de 14 banques européennes. Et on voit que l'effort qui a été fait après la crise de 2007-2008, qui a un peu entamé les fonds propres, est considérable puisqu'on passe en gros de 7% en début de période à plus de 10% aujourd'hui. Voilà, donc une première constatation, les fonds propres ne cessent d'augmenter par rapport à la taille des bilans et à la taille des risques, et donc les banques sont de plus en plus solides, c'est quelque chose de purement factuel. Mais est-ce qu'on est allé assez loin? C'est pas tout à fait évident que l'on regarde cette question par rapport aux autres banques, en particulier américaines, ou que l'on la regarde par rapport à la réglementation. Alors si on la regarde par rapport aux autres banques, vous avez ici un graphique qui montre les banques européennes en bleu foncé, et puis les autres banques qui sont pour l'essentiel des banques américaines en bleu clair, et vous voyez le ratio qu'on appelle Core Tier 1, et qui est le ratio réglementaire qu'on regardera dans BAL 3, donc, qui mesure la solidité des banques. Donc vous voyez que les banques suisses sont très bien placées, elles sont toutes les deux en bas avec 16,1 et 13,1%. Et les banques françaises sont
plutôt au milieu, et quand elles ne sont pas parmi les moins capitalisées. Le Crédit Agricole est à 8,9%, Société Générale à 9,3% et la BNP à 9,6%. Alors, étant donné qu'on visait jusqu'à présent un ratio de 7% réglementaire à obtenir en 2019, c'était en tout cas le contenu de la réforme de Bâle III, on peut se dire que tout va bien. Malheureusement, on a des indications qu'il faudrait éventuellement arriver à un ratio beaucoup plus élevé et en beaucoup moins de temps. En particulier, il y a ces propositions qui ont été lancées, à mon avis, un peu brutalement par M. Barroso, d'un ratio de solvabilité à 9% à obtenir d'ici 9 mois, ce qui forcerait en gros les banques soit à faire des augmentations de capital très rapides, soit à accepter l'État dans leur capital. Donc les banques sont évidemment pour la plupart très inquiètes de cette perspective, et on peut dire que, étant donné le cours actuel en bourse des banques cotées, il y a une quasi-impossibilité de réaliser des augmentations de capital. Donc à part les banques coopératives qui ont la possibilité de lever des parts sociales et qui, je pense, ne vont pas s'en priver, on est dans une situation de très grande incertitude et je dirais de très grande incohérence, parce qu'on ne comprend vraiment pas ce que veulent les autorités. Alors il y a une théorie, c'est la théorie du choc de confiance. Il paraît que les banques, si elles étaient beaucoup plus capitalisées brusquement, attirerait d'un seul coup la confiance des investisseurs. Je crois qu'on a vu ce matin que le mot de choc et le mot de confiance ne vont pas forcément très bien ensemble, et personnellement, je ne suis pas très convaincu par la nouvelle stratégie Barroso. Alors pour revenir aux conséquences de cette question des fonds propres, donc il y a clairement une continuation et même une accentuation de la politique d'augmentation du rapport entre les capitaux propres et l'activité, mais il y a aussi il y a plusieurs moyens de réaliser cette stratégie, et il y a une stratégie qui passe par la diminution des bilans. Alors la diminution des bilans, d'ores et déjà, c'est une stratégie qui a été annoncée par les banques françaises. Et là, on en vient à ce qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver aux clients des banques. Est-ce qu'il va être impacté directement par toutes ces histoires qui semblent un peu lointaines et un peu abstraites. La stratégie de baisse des bilans, ce n'est pas une stratégie de baisse des bilans à la marge. BNP a annoncé qu'il comptait réduire son bilan de 10% et ainsi accroître son ratio de fonds propres de 1%. Alors, la stratégie de baisse des bilans, elle est assez avantageuse pour les banques parce qu'elle conjugue deux objectifs. D'une part, comme on a moins de risques à l'actif, eh bien on a besoin de moins de fonds propres, donc on améliore son ratio de fonds propres. Et puis en même temps, on a moins besoin de refinancement. Or, la question du refinancement des banques est en ce moment tout à fait essentielle. Donc pourvu qu'on conserve les clients qui apportent les dépôts, c'est quand même le sujet essentiel, c'est une stratégie assez payante. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer pour les clients à partir de cette stratégie de diminution des bilans? Eh bien, ce n'est pas très évident de répondre à cette question. J'ai titré la diminution des bilans devrait épargner certaines activités. C'est effectivement comme ça que, par exemple, la Société Générale présente sa stratégie de diminution des bilans. La Société Générale annonce qu'elle va réduire ses besoins de financement de l'ordre de 50 milliards d'euros sur la Banque de financement et d'investissement, et qu'elle va réaliser des cessions d'actifs pour de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc elle ne parle pas d'une diminution de ses besoins de financement sur la banque de proximité, la banque des PME et des particuliers. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les banques. Par exemple, le Crédit Agricole a prévu 20 milliards de diminution de ses besoins de financement sur la banque de proximité en France et à l'international. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont remplacer ces besoins de financement par des dépôts, mais à ce moment-là, il faut qu'ils collectent énormément de dépôts, ou bien qu'ils vont diminuer leur activité sur cette catégorie de métiers bancaires? Ça reste à démontrer. En tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des victimes très claires de cette stratégie de diminution des bilans. Alors, il y a, je dirais, le financement de l'acquisition de titres. Il y a les hedge funds, par exemple, ou les fonds de LBO. Mais il y a aussi des choses qui sont plus directement utiles à l'économie.
l'économie réelle, comme on dit, les prêts aux collectivités locales, où là, la situation est absolument dramatique. On voit des collectivités locales de très bonne qualité financière qui n'arrivent pas à trouver, lorsqu'elles font un appel d'offres, plus d'une réponse, et encore pour 10 ou 15% de leurs besoins de financement. Bon, derrière ces besoins de financement, il y a des écoles, il y a des travaux publics, il y a des choses évidemment éminemment utiles, et donc pour nous, c'est un motif de très grande inquiétude d'observer ça, parce que c'est aussi de la croissance économique en moins, en tout cas de l'investissement en moins. Pour ce qui est des autres financements qui sont utiles à la croissance et qui risquent d'être menacés, il y a tous les financements en dollars. Bon, là, ça ne nous concerne pas tellement, nous, Crédit Coopératif, même pas du tout, mais les banques françaises avaient des positions de leader dans ce domaine, finançaient l'aéronautique, finançaient le maritime, etc. Et un certain nombre de très gros crédits, très utiles évidemment, risquent de disparaître, en tout cas de l'activité des banques françaises, alors peut-être au profit de banques concurrentes qui ont moins de problèmes de liquidité, mais on peut vraiment se poser des questions. Voilà, alors ce qui est aussi assez évident, c'est que les clients qui ont des dépôts vont être très recherchés et que globalement les PME devraient ne pas trop être touchées par ce qui se passe, avec peut-être quelques exceptions, mais de toute façon le crédit sera plus cher parce que les banques vont répercuter le surcoût de leurs ressources à long terme que j'ai illustré par le graphique que vous avez vu tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi assez inquiétant dans la situation, je crois que j'ai employé peut-être un peu trop souvent ce terme, mais je ne trouve pas forcément d'autres, c'est qu'il n'y a pas cette fois-ci d'engagement des banques, engagement qui avait été pris en 2008-2009 sous la pression de l'État, de faire croître les encours de crédit. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, l'ensemble de la communauté bancaire française s'était engagé à faire croître les encours de crédit de l'ordre de 3,5%. Et ça avait été effectivement respecté. On est plutôt dans une situation où l'État est moins allant, je dirais, pour imposer aux banques ce genre de contraintes, pour plein de raisons, et où les banques, elles, se soucient avant tout de la structure de leur bilan, de leur notation, et donc n'ont pas forcément en tête de faire à tout prix croître l'activité de crédit. Alors, il y a heureusement quelques motifs d'espoir, puisque la partie la plus structurelle de la question de la liquidité est liée à des ratios qui ne sont pas encore totalement calibrés, et donc on peut espérer que les ratios seront finalement un peu moins durs que ce qu'on escompte aujourd'hui. Enfin, il y a ceux qui pensent que si on recapitalise les banques, eh bien d'un seul coup, la question du refinancement des banques sera beaucoup plus facile à traiter, puisque à ce moment-là, les refinancements des banques devraient être moins chers, mais encore faut-il le prouver. Voilà, alors je voulais conclure en vous faisant remarquer trois points qui me paraissent, en tout cas factuellement, assez clairs. Le premier, c'est que certains aspects de la crise la rendent plus délicate que celle de 2008. Je vous l'ai dit, les refinancements des banques sont plus coûteux, les États sont moins disponibles aux deux sens du terme. D'abord, les opinions publiques n'accepteraient pas forcément un immense effort au soutien des banques, et puis les finances publiques ne permettent pas aux États d'être aussi agiles, aussi rapides, aussi déterminés qu'ils l'ont été en 2008-2009. Enfin, il y a le côté structurel de toutes les mesures qui sont prises sur le plan réglementaire. Bon, il y a la question de l'Europe qui est visiblement au cœur de la crise. Alors elle est au cœur de la crise par la dette publique, mais elle est aussi au cœur de la crise par la situation de certaines de ces banques. Bon, globalement, les banques françaises, malgré tout ce que j'ai dit, sont très solides. Christophe l'avait dit, et évidemment je le confirme, mais il y a, il ne faut pas l'oublier, des banques des pays périphériques qui, elles, ont des difficultés tout à fait réelles. Je pense aux banques espagnoles avec la crise de l'immobilier. Les banques espagnoles ont des créances immobilières qui ne valent plus grand-chose si elles devaient réaliser les hypothèques. Et puis l'Europe est au cœur de la crise aussi je crois qu'on peut tout de même la critiquer, sa détermination à fixer des objectifs de plus en plus difficiles. Les Américains n'ont pas encore clairement dit qu'ils appliqueraient Bâle III, et nous en sommes déjà à une espèce de version Bâle III aggravée, et en plus à réaliser le plus vite possible. Donc on se place nous-mêmes la barre très très haut. Donc pour conclure, je crois qu'on est dans une phase d'incertitude assez grande. On a finalement le choix pour les banques,
parce que c'est elles qui décideront des vrais impacts sur la croissance, entre une concentration sur le métier de financement de l'économie réelle ou bien un éparpillement des mesures restrictives sur l'ensemble de l'activité bancaire, y compris sur l'activité financière. Alors inutile de vous dire que nous, on souhaite que si les bilans se réduisent, ce soit surtout les bilans des banques d'investissement et plus particulièrement des portefeuilles de titres qui se réduisent pour qu'on puisse sanctuariser en quelque sorte le financement de l'économie réelle, mais tout ça n'est pas écrit d'avance. Voilà, je vous remercie.